Coucou YouTube, c'est bien, on voit le «Allez, j'enregistre». On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. Et oui, j'ai mis des sous-titres exceptionnellement là que vous allez voir parce que je les ai rajoutés sur OBS, donc ils sont pas enlevables, mais je vais changer ça pour la prochaine fois. Et donc, on va aujourd'hui faire le bilan donc, sur 8 livres que j'ai lus ces 15-20 derniers jours. Hein, c'est à peu près. Bilan lecture, c'est à peu près ça, tous les 15-20 jours en gros. Comme d'hab, je suis en live avec les copines qui sont là. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Alors oui, juste en préalable, sachez que c'était pas la folie. C'était clairement pas la folie ces dernières lectures. Voilà, mais on va faire avec, hein. On va faire avec. Il y a pas de voilà, il y a pas de gros coup de cœur, il y a une lecture qui était très mauvaise, bon. Du coup, comme d'hab, hein, je fais de la moins bien jusqu'à la moins pire, on va dire, non, jusqu'à la mieux. Et allez, c'est parti. Donc, ma pire lecture. Ne rigolez pas pour les sous-titres, hein, parce que je pense qu'il y a des il va y avoir des petits problèmes des fois. Ma pire lecture, c'était Pretty Dead Girls de Monica Murphy, qui était dans ma palle de l'année. Je crois que c'est peut-être le roman, le young adulte le plus vieux de ma palle. Enfin, c'était, en tout cas, du coup. C'était vraiment un des premiers romans young adulte que j'avais acheté parce que la thématique, en fait, puisque on va être dans un lycée. Alors, j'étais persuadée que c'était dans une université parce que ça parlait de campus. Mais en fait, c'est un lycée. Et on a donc des filles populaires qui vont se faire assassiner. Et on va suivre l'une d'entre elles, alors pas évidemment pas l'une de celles qui s'est fait assassiner, mais l'une des filles populaires qui du coup craint un peu pour sa vie et qui va plus ou moins enquêter. Alors ouais, c'était un peu présenté comme ça, mais en vrai pas trop quoi. C'est pas vraiment ça. Alors déjà, bon, premier problème de ce livre que j'ai rencontré dès le départ, c'est que on suit à la fois le tueur ou la tueuse et l'héroïne, et tous les deux parlent à la première personne. Et ce qui était un peu compliqué parce que du coup, il fallait prendre le temps de comprendre qui parlait. J'ai pas compris ce parti pris. Alors, au début, je me suis dit, bon, c'est parce que alors, le fait que le tueur ou la tueuse soit la première personne, c'était pour pas genrer la personne. C'est plus facile à la première personne. Effectivement, l'autrice utilisait, enfin plutôt la traductrice, je pense, utilisait des adjectifs épicènes, etc. Puisque en anglais, c'est plus facile, c'est pas genré, donc voilà. Mais du coup, voilà, c'était très épicène pour pas qu'on sache vraiment si c'était un garçon ou une fille. Ok, jusque-là, ça allait. Sauf que, genre, au bout de deuxième ou troisième chapitre concernant, avec la narration par la personne qui a assassiné, c'est genré. D'un coup, il y a des adjectifs genrés. Du coup, il n'y a plus de suspense. Du coup, tu es là, bah alors pourquoi t'as fait ça? Ok, donc on comprend en direct quel est le genre de la personne. Même limite, j'aurais pu vous le dire tellement c'est vers le début, quoi. C'est nul. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi l'héroïne, elle parle à la première personne en parallèle. Enfin bon, j'ai pas compris ce parti pris, vraiment. C'était un peu bizarre. Ensuite, coucou Elsa, j'espère que tu vas bien. Ensuite, alors c'est très mal écrit. C'est très mal écrit, franchement. Alors, c'est fou comme. C'est là qu'on se rend compte que, bon, le young adulte a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué dans le bon sens. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, moi, la plupart des young adultes que je lis, même tous, en fait, je lis rarement des young adultes qui sont mal écrits dans ceux qui sont récents, quoi. Mais là, c'était vraiment. Là, à l'époque, il n'y en avait pas encore énormément, je pense. Et du coup, ouais, franchement, c'était vraiment pas très bien écrit, quoi.
C'était vraiment, j'avais l'impression de lire une fanfiction, enfin, je sais pas, c'était pas terrible du tout. L'héroïne, tu t'attaches pas à elle. Déjà, excusez-moi, mais bon, il y a ses copines qui meurent. Ça a pas l'air de la traumatiser plus que ça. Voilà. Bon, et puis même elle s'inquiète pas tant que ça pour sa vie. Enfin, je sais pas, c'est tellement bizarre, quoi. Tout ce qui l'intéresse, c'est un mec, voilà, elle va être en kiff sur un gars qui est limite le premier suspect, en fait. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce livre. Il date de pas mal de temps, en fait. Je sais pas, il a peut-être une dizaine d'années, je dirais. Mais voilà, du coup, c'était pas très bien. En plus, bon, alors les motifs. Parce que du coup, je l'ai lu jusqu'à la fin, parce que je voulais quand même savoir un petit peu, bon, moins qui était l'assassin que les motifs. C'était plus les motifs, en fait, qui m'intéressaient. Et en fait, bon, honnêtement, j'ai souvent lu en diagonale, hein, parce que c'était tellement pas intéressant. Et en fait, quand on comprend le pourquoi du comment, c'est nul. C'est nul, c'est pas intéressant, enfin, je sais pas, il n'y a rien d'original. C'est pas très vraisemblable en plus, vraiment. Bref, je sais pas, une mauvaise fanfiction. Enfin, c'est pas une fanfiction parce que c'est fan de rien du tout, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un peu dans le même style en fait. Voilà, c'était c'était pas ouf, c'était pas ouf, mais bon, on peut pas, voilà, on peut pas tout aimer, on peut pas n'avoir que des bonnes lectures, et puis bah au moins voilà, j'aurais validé celui-là dans ma palle de l'année, hein. Coucou Christelle, j'espère que tu vas bien. Ensuite, alors celui-là par contre, je suis vraiment déçue. Nos cœurs disparus de Céleste Ing. On va dire que ça va. Alors, dans cette histoire, donc c'est le dernier Céleste Ing, une auteure, ça va pas moi. Une autrice que j'aime beaucoup, d'habitude. Mais je crois qu'elle aurait dû rester au domaine du thriller psychologique. Voilà. Parce que là, elle s'est essayée à la dystopie et j'ai trouvé ça un peu raté. Et c'est bien dommage parce que vraiment, il y avait tout pour faire un excellent livre. L'idée de départ, voilà, les personnages, enfin, il y avait plein de choses bien dans ce livre, mais ça va être difficile à expliquer. Ouais, je suis blasée, Christelle, j'avoue. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Bird, qui est un garçon qui vit avec son père. Et on est dans un monde où donc il y a eu une grosse, grosse crise aux États-Unis, mais vraiment genre the grosse crise où plus personne n'avait d'argent. Enfin, vous voyez, un peu comme la crise de 29, la prohibition, tout ça. Enfin, bon, c'était un peu la Grande Dépression. Ouais, la prohibition, c'était encore autre chose, mais c'était à la même période. Surtout la Grande Dépression. Là, voilà, c'est ça, mais en pire. Bref, une catastrophe. Et en fait, pour mettre fin à cette crise, le gouvernement américain a décidé de mettre en place une loi, on va dire, un ensemble de lois qui s'appelle le pacte et dont la principale caractéristique, en gros, c'est de considérer finalement, hein, pour simplifier le truc, que les Chinois sont responsables de cette crise. Et que du coup, bah voilà, maintenant il faut, comment dire, être fidèle à l'Amérique, etc. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Il faut manger américain, il faut acheter américain, il faut être loyal envers l'Amérique, etc.
et que tous les gens qui ne sont pas loyaux, en fait, ben, vont être surveillés, étroitement surveillés, et même, on va même, pour les moins loyaux, on va dire, on va même leur enlever leurs enfants. Et en fait, il se trouve que, donc on revient sur Bird, Bird, il se trouve que sa mère est chinoise, et sa mère est aussi une poétesse, dont le premier livre qu'elle a sorti, qui était un recueil de poèmes, a été utilisé en fait en guise d'arme de résistance donc par les gens qui se révoltaient contre le pacte. Et le problème, alors que c'était pas spécialement voulu comme ça, et le problème c'est que donc Margaret, hein, la maman de Bird, s'est retrouvée en ennemi public numéro un à cause de ça, et donc elle a dû partir, en fait, se cacher. Donc elle a dû laisser son fils à la garde du père et aller se cacher pour pas être arrêté. Et Bird vit avec son père, et ils font comme si, en fait, ils avaient renié eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais comme s'ils avaient renié Margaret, la mère de Bird, et pour pouvoir vivre tranquillement et pour pas que Bird soit retiré à la charge du père. Le père qui est un Américain bien blanc. Et voilà, donc ça partait de ce postulat-là, c'était extrêmement intéressant au départ, sauf que le problème c'est que je trouve que Célestine, elle est un peu trop partie, enfin, j'allais dire dans des considérations philosophiques, mais c'est pas seulement ça, je trouve que c'était très lent, et qu'au final ça racontait pas grand chose en fait. Voilà, c'est vraiment mon avis. Salut Camisole. Camisole, c'était Camille ton prénom, hein, si je me trompe pas. Et coucou Adeline. T'inquiète, y a pas de souci. Ouais, il y a des sous-titres provisoires comme ça, parce que là on peut pas les enlever. C'était pour parer au plus pressé. Mais je mettrai un vrai plugin pour que vous puissiez les désactiver. Mais là, je les ai mis parce qu'on a notre copine Jeanne avec nous. Et c'est vrai que comme j'ai appris qu'on avait la possibilité de mettre des sous-titres sur Twitch, je voulais, voilà, Jeanne étant malentendante, je voulais qu'elle puisse profiter un petit peu un peu plus en fait des lives. Et voilà. Coucou Jenny. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était très long, je trouvais que c'était très redondant en plus. Bon, ok, on a compris, machin. Margaret qui raconte sa vie, il y avait des trucs bien, hein, mais vraiment, il y avait des fois où t'étais là, ouais, bon, d'accord, je m'en fiche un peu. Je sais pas, il y a pas, en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Alors que si, pourtant si, il y a un énorme enjeu en fait, puisque ils sont limite en danger de mort en fait, mais on le ressent pas. C'est ça le problème, c'est qu'à aucun moment on ne ressent ce danger. Et je sais pas, tout s'enquille trop facilement en fait. Bird qui part à la recherche de sa mère, etc. Et tout. Je sais pas. C'est très difficile à expliquer. C'est parce que c'est vraiment un ressenti de ma part, mais j'ai l'impression que le message qu'elle a voulu faire passer, en fait, qui est donc un message antiraciste, hein, parce que voilà, là, il y a un gros, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment que ce pacte a entraîné un gros racisme anti-asiatique, pas que anti-chinois, parce que les Américains blancs sont incapables de différencier les Chinois des Japonais, des Thaïlandais, etc. Donc ils mettent tout le monde dans le même panier et du coup ça tabasse gratos une personne asiatique, une personne coréenne par exemple. Bref, et de toute façon, même si même si les personnes sont chinoises, c'est pas, enfin voilà, c'est pas pour autant qu'il faut les tabasser non plus. Et du coup, ouais, voilà, mais cet aspect, je trouve qu'elle n'a pas vraiment suffisamment travaillé. Elle en a parlé de façon très finalement grossière, dans le sens, voilà, un peu caricatural. Voilà, ok, on a compris que les personnes asiatiques se faisaient tabasser, ce qui est pas bien, évidemment. Mais je sais pas, ça va pas plus loin, il n'y a pas plus de réflexion, en fait,
politique. Ça manquait vraiment de réflexion politique derrière. Je sais pas. Je trouve que pour un truc qui pourtant a sonné pour être quelque chose de très engagé, bah c'était pas assez engagé pour moi. Et, euh, et c'était, je sais pas, il y avait trop de considérations philosophiques. J'avais l'impression qu'elle mettait plus en avant finalement le lien filial qu'autre chose. Mais bon, voilà. Coucou Solveig. Voilà. Ah, courage, Jeanne, désolée, je savais pas. J'espère que ça va aller. Je savais pas du tout. Donc voilà, pour celui-ci. Ouais, voilà, j'étais vraiment, j'ai pas passé un excellent moment dessus, quoi. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Ensuite, alors c'est toi le chat de Laura Trompette qui faisait partie du calendrier de l'Avent de d'Alice. Mon dernier, vous savez, on avait 2 livres dédicacés. C'était cool. Et donc il y avait celui-là que j'avais eu en premier. Et donc dans cette histoire, en fait, on suit 2 personnages. Donc un humain et un chat. Donc l'humain, c'est Paul, qui est un papa veuf. En fait, voilà, il a perdu sa femme 3 ans auparavant d'un cancer foudroyant. Et ouais, il me semble bien que c'est un cancer. Et il élève sa petite fille qui s'appelle Louise. J'ai eu un doute. Et bon, c'est les gens de son entourage, ouais, commencent un peu à lui dire que il faudrait un petit peu qu'il fasse, qu'il ait fait son deuil. Merci Malo pour ton abonnement, merci beaucoup. Ouais, courage, du coup. Euh, donc voilà, et surtout, enfin, son meilleur ami en fait, son meilleur ami Gustave, qui est gay. Bon, je le dis parce que c'est beaucoup mis en avant dans l'histoire. Et son meilleur ami fait tout son possible pour que Paul rencontre quelqu'un, en fait. Donc il l'inscrit sur des sites de rencontres, etc. Sauf que Paul, il n'a pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. Il était vraiment trop attaché à sa femme. Il se sent pas, voilà, il se sent pas de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, ce qui peut se comprendre. Voilà, même si ça fait 3 ans, bah oui, hein, c'est comme ça. Et bref. Et puis en parallèle, on va suivre Figaro slash Harold, parce qu'il va changer de nom. Mais au début, c'est Figaro, qui est un chat qui vit donc avec un couple, notamment sa maîtresse qui s'appelle Caroline. Sauf que Caroline a eu un enfant. Et d'un coup, le chat, ben, il est un peu mis de côté. En gros, bon voilà, c'est le gosse qui prime et le chat, on le délaisse un peu. Et jusqu'à ce que il finisse carrément par être abandonné. Voilà, un jour, on l'emmène en voiture et puis en gros, bah, on le laisse sur le bord de la route et ciao, quoi. Ce qui est hyper triste, j'en conviens. Oui, c'est le chat dans Disney, dans Pinocchio, Figaro. Et, et donc Figaro va un petit peu errer comme ça en maudissant sa maîtresse de l'avoir abandonné, surtout qu'en plus il détestait le gosse, donc là bah, forcément il a encore plus de raisons de le détester. Et il va être recueilli par un vétérinaire. Enfin, non, d'abord il va être recueilli par une coiffeuse qui va l'amener chez le vétérinaire, très précisément en fait. Et le vétérinaire va passer une annonce pour adopter ce chat. Et un jour, Paul va tomber sur cette annonce et il va se rappeler que Louise voulait absolument un chat depuis des années. Et il se dit, bah, vu que Louise, là, en ce moment, elle est pas très bien, il se trouve que Louise, j'ai oublié de le préciser, mais Louise, donc qui a 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon, elle est à l'école primaire en tout cas. Louise va pas très bien et en fait, c'est parce que elle subit
du harcèlement à l'école parce que Louise est un peu différente, on saura après pourquoi, des autres enfants, et donc elle est un peu moquée. Et c'est une artiste, en plus elle dessine beaucoup, et donc voilà, elle se sent pas bien à l'école. Et comme Paul sait qu'elle est pas bien, il se dit, tiens, peut-être que je devrais adopter ce chat. Parce qu'il a vu un reportage dans lequel on disait que les animaux apportaient beaucoup aux enfants solitaires, etc. Bref. Et donc il va adopter le chat qui va être rebaptisé Harold. Et on va suivre toute cette petite bande comme ça. Voilà. Paul, Louise et Harold et Gustave. Et puis une personne qui va venir se greffer un petit peu plus tard. Et c'était très mignon, hein, c'était très mignon, c'était pas du tout une mauvaise lecture, c'était très sympa. Voilà, ça fait passer un petit bon moment. Après, c'était pas non plus un truc de ouf. Franchement, c'est typiquement, voilà, le genre de feel good. Bon, donc je suis pas spécialement fan parce que ça enfonce vachement des portes ouvertes, on va pas se mentir, c'est pas très recherché, hein. Les messages qu'il y a dedans, ouais, voilà, c'est toujours le même truc. L'amour c'est bien, voilà, l'amitié c'est bien. Même les thématiques qui sont un peu plus poussées, bah justement, le harcèlement, tout ça, même ça, c'est pas du tout travaillé en fait, hein, c'est vraiment effleuré de façon très légère. En plus, le fameux trouble, entre guillemets, de Louise, bon, c'est pas un truc qui est. En vrai, c'est pas un truc qui est scientifiquement reconnu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pas mal de clichés aussi, des clichés un peu sexistes. Bref, voilà. C'était sympa à lire, en fait. C'était mignon, avec le chat qui parle, très rigolo. Les passages du chat sont très drôles. Voilà. Même si, bon, évidemment, c'est pas réaliste, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'était pas la folie. C'est pas le genre de truc que je surkiffe. Voilà. Mais bon, voilà, je l'aurais lu. J'aime bien les histoires de chats, malgré tout. Et voilà, c'était assez court. C'était assez court, donc ça va pas. C'était pas comme si c'était une perte de temps. Donc voilà pour celui-ci, qui rentrera pas dans les annales, on va dire, hein. C'est bien, il a écrit annales avec deux N. Ouf, j'ai eu peur, j'ai regardé. Je me suis dit, est-ce qu'il va bien faire est-ce qu'il va bien mettre la bonne orthographe? Ensuite, alors celui-là, j'en ai pas du tout parlé. J'ai lu. Ah oui, voilà, voilà, ouais, oui, non mais c'est ça, Elsa, c'était beaucoup de lieux communs, on va pas se mentir. J'ai lu Point de départ de Laure Enza, qui en fait, alors pourquoi j'ai lu? Parce que Kim a fait le livre audio et que j'ai été la première à avoir l'honneur de l'écouter. Donc voilà, j'ai expérimenté le livre audio de Kim. Enfin, j'ai pas expérimenté parce que c'est pas le premier que je lis de Kim, hein, mais voilà, j'étais un peu le crash test, on va dire. Et bah, c'était très sympa. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. En vrai, ce qu'on se disait avec Kim, c'est que l'autrice écrit remarquablement bien pour un livre comme ça. On se disait, ouais, c'est comme si un épisode de Oui Oui avait été écrit par Amélie Nothomb. En fait, ah oui, c'est vrai, il faut pas prononcer le B, Nothomb. Avant, je le prononçais jamais, mais j'entendais tout le monde le prononcer, donc je me suis dit qu'il fallait le prononcer, sauf qu'en fait, il faut pas le prononcer. Bref. Donc ouais, voilà, c'était vraiment l'autrice écrit extraordinairement bien. Elle a beaucoup de vocabulaire. Et c'est pas beaucoup de vocabulaire, genre j'ai ouvert le dictionnaire des synonymes. Non, tu vois que c'est pas forcé, c'est pas pompeux. Euh, Il y a pas mal de métaphores. Elle utilise beaucoup de tournures de phrases qui sont assez originales et bien foutues. Voilà. Ouais, Adeline.
Ouais, ouais, non, mais Bubu, c'est clair. Alors, c'était pas de suite parce que j'ai mis les moins bien d'abord. C'est pas dans l'ordre chronologique, hein. C'est pas dans l'ordre chronologique. J'ai mis les moins bien et je finirai par les meilleurs. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une période de ouf au niveau lecture. Et donc, l'histoire, on va parler de l'histoire quand même, parce que c'est bien beau de dire que l'autrice écrit bien. En fait, on va suivre un écrivain qui s'appelle Alexandre. C'est bien ça. Je me trompe pas quand même sur les prénoms. Ouais, c'est ça. Un écrivain qui s'appelle Alexandre, qui fait des thrillers qui marchent extrêmement bien. Et qui en plus, alors c'est pas genre l'écrivain thriller de gare, hein, puisqu'il est même nominé pour le prix Goncourt. Ouais, j'ai trop, mais c'est trop court, mais bon, ça va repousser. Il est nominé pour le prix Goncourt. Et sauf que un jour, en fait, son attaché de presse, enfin son agente littéraire, on va dire, l'amène dans un coin paumé en Corrèze, ouais c'est bien ça, dans un coin paumé en Corrèze. Et elle lui dit, bon, il faut que, voilà, je t'amène là parce que après ce qui s'est passé, alors on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais après ce qui s'est passé, t'as besoin de t'isoler pour travailler. Voilà, en gros. Mais le truc, c'est que là où elle l'a amené, en fait, il va se rendre compte que c'est chez sa famille maternelle, très précisément, euh, puisqu'il va atterrir chez sa tante, la sœur de sa mère. Et en fait, voilà, on va apprendre petit à petit qu'il il a grandi là-bas, dans ce village paumé de Corrèze. Mais il a quasiment tout oublié en fait, puisque sa mère est partie assez tôt et l'a emmené avec elle à Paris. Et donc voilà, il a plus de souvenirs. Depuis, il est resté à Paris et voilà. Et finalement, ben voilà, on va apprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi sa mère est partie, pourquoi sa famille ne le reconnaît pas, pourquoi il a atterri ici, enfin, etc., etc. Donc c'était vachement bien, enfin l'histoire était très bien. On a une thématique assez dure qui ressort, qui est celle de la maladie mentale. Mais aussi bah, comme le précédent un peu, voilà, la différence entre guillemets et des enfants qui sont autistes ou TDAH ou voilà ce genre de choses. Après, bon voilà, je rentre pas dans les détails parce que je ne veux pas ni spoiler le livre d'avant ni celui-ci, donc je précise pas ce qu'il en est exactement. Et voilà, donc il y a ces thématiques-là. Et puis, bah, évidemment, le côté, voilà, la campagne versus la ville, etc. Alors après, voilà, comme on disait avec Kim, il y a quand même pas mal de poncifs aussi. C'est parfois un petit peu boomer, genre, oui, la campagne, c'est bien, la ville, c'est pas bien. Après Goncourt, c'est pas bien. Et en fait, oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que Alexandre va se retrouver à aider l'institutrice du village pour faire gagner enfin pour participer plutôt à un concours de poésie. Voilà. Donc j'en dis pas plus, mais voilà. Donc il y a toute une thématique aussi autour de la poésie, etc. Donc vraiment il y a pas mal de choses qui sont très bien trouvées. Après, bon, déjà les poncifs. Ensuite, alors le personnage principal est imbuvable. Alexandre, il est imbuvable. Déjà, il pense avec les sous-titres, j'ose pas trop dire de gros mots, il pense qu'avec son entrejambe, on va dire. Voilà, dès qu'il voit une nana un peu mignonne, ça y est, monsieur s'excite. Bref, toi t'es là, putain, mais c'est une femme qui a écrit ça vraiment, parce que franchement, ah, j'avais pas vu que les sous-titres censuraient. Bon, c'est pas plus mal. Donc voilà, à chaque fois j'étais là, mais c'est vraiment une femme qui a écrit ça, parce que franchement, le gars, enfin voilà,
est complètement obsédé, quoi. Et ça, cette partie, enfin, cet aspect-là du personnage était vraiment relou. C'était un peu chiant. Euh, donc ouais, il y avait tout ce côté-là un peu, et puis ouais, c'est c'est cliché comme ça, sur la campagne, la ville. Bref, bon, ça c'était pas ouf. Mais par contre, voilà, l'histoire était vraiment intéressante. C'était très bien, surtout c'était très bien écrit. J'en revenais pas que ce soit aussi bien écrit, vraiment. Donc voilà, pour celui-ci, j'espère que j'ai rien oublié. Mais ouais, une bonne surprise quand même. Franchement, une bonne surprise. Alors, celui-ci, Délivrance de James Dickey. Dickey. Ah, Dickey. Euh, que je devais lire, alors que j'avais choisi de lire pour la nuit de la nature. Et en fait, à la base, je l'avais mis dans ma palle. Donc, il faisait partie de mes fameux 100 livres à lire. Je l'avais mis dans ma palle. Est-ce que je l'avais mis dans ma palle de l'année? Je sais plus. Mais je l'avais mis dans ma palle de septembre parce que il y avait un item, je crois, lire un livre dont on veut voir le film. Et comme le film Délivrance est extrêmement connu, hein, film d'horreur très très connu, ben, je m'étais dit, je vais d'abord lire le livre. Donc voilà, et comment dire, c'était très très bien, mais j'étais un petit peu déçue par la fin. Mais ça va être difficile de vous en parler sans spoiler. Alors, j'ai eu de la chance, Aline. Alors, en fait, je l'ai même dans 2 éditions. Si un jour on se rencontre, Adeline, je te garde l'autre édition. Mais bon, du coup, c'est une édition moins belle. Mais bon, si tu le cherches. Bref, en fait, on l'avait dans les éditions Gallmeister avec les couvertures un peu minimalistes. Un peu minimalistes. Vous voyez, sont blanches avec petits dessins dessus. Donc on l'avait dans cette édition-là et on a eu la chance de le récupérer dans cette belle édition Totem par Séverine. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que moi je le voulais quand même dans cette belle édition. Et donc ouais, alors en fait l'histoire de Délivrance, c'est qu'on va suivre 4 hommes, 4 amis, qui décident, enfin c'est surtout l'un d'entre eux qui un peu force la main aux autres, qui décide d'aller remonter une rivière en canoë, mais c'est une rivière en fait qui passe un peu chez les rednecks. On est dans l'Amérique profonde, je sais plus dans quel état, mais voilà, vraiment l'Amérique profonde. Et donc ils décident, parce que c'est une rivière qui est assez, comment dire, qui est assez connue et qui, voilà, où il y a des rapides intéressants, etc. Bref, c'est sympa pour faire du canoë, on va dire, hein, pour faire simple. Et donc voilà, ils veulent un peu partir à l'aventure. T'inquiète pas, Camille, il n'y a pas de souci. Ils veulent un peu partir à l'aventure et donc voilà, ils se préparent tous les quatre à faire cette sortie en canoë. Le problème, c'est que à peine parti, on va dire, enfin pas à peine parti, mais bon, ça part bien, tout se passe bien et tout, mais au bout d'un moment, ils vont tomber donc sur des rednecks alors qu'ils font une petite pause sur le bord. Des rednecks qui les mettent en joue en fait et qui vont commettre, je peux pas rentrer dans les détails, mais qui vont commettre quelque chose d'horrible. Et en gros, là, les 4 hommes vont se dire que ils vont pas pouvoir continuer sans tuer ces hommes-là, en fait. En gros, enfin, plus ou moins, quoi. Parce qu'ils savent que, en fait, il s'est passé quelque chose, je peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils savent que c'est soit eux, soit les autres. Parce qu'ils savent que là, ils vont partir en canoë, ils vont être des cibles parfaites. Et bah, ils tiennent pas à mourir. Et donc, on va suivre un peu comme ça la confrontation, on va dire, entre ces hommes et donc les habitants d'un... C'est un petit village qui est reculé, en fait. Voilà.
Et c'est vrai que c'était très stressant, c'était bien fait, il y avait vraiment des scènes, alors la première scène là qui est assez, atroce, et il y a vraiment des scènes de tension effectivement, hein, où tu es là, tu arrêtes de respirer parce que OK, ça marche, Adeline. Ouais, alors je sais pas si le alors oui, je pense, je sais pas, j'ai pas vu le film encore. Donc je pense que voilà, la scène, parce que j'en ai parlé avec Kim, qui lui n'a pas, si, il a lu le livre, je crois, mais il a surtout vu le film et du coup, ouais, j'en avais parlé pour savoir un peu qu'est-ce qui était différent ou pas. Et donc effectivement, les scènes, la scène atroce là apparaît bien dans le film et j'imagine bien que ça doit être plus difficile à voir qu'à lire. Donc oui. Euh, Après, voilà, je pense qu'effectivement, il doit y avoir une forte tension qui ressort plus dans le film. Par contre, moi, alors, Kim m'a pas trop contredite là-dessus, donc je sais pas trop si ça finit pareil dans le film. Je pense qu'il a voulu pas trop en dire. Mais la fin m'a vraiment beaucoup, beaucoup déçue. Parce que, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait un contre-coup à tout ça, en fait. À ce que d'un coup, il y ait une espèce de twist, en fait, de rebondissement, de quelque chose, voilà. Et qui n'est jamais arrivé. Et en gros, pour moi, ça finit trop bien, en fait. Voilà, sans rentrer dans les détails. Et je sais pas, ça retombe, la fin retombe comme un soufflet par rapport au reste du livre. Et c'est vrai, Adeline, t'étais pas prête. Ah oui, j'imagine. Je pense que, honnêtement, le pire, en fait, le pire, c'est que, en vrai, je m'attendais à tout. Je m'attendais à des scènes de torture, je sais pas, je m'attendais à des trucs absolument horribles. Mais je m'attendais pas à ça. Et donc, la première scène, voilà, dont je parle, qui est choquante, je suis restée conne en fait parce que je suis là, ah ouais, mais en fait, c'est ça. Et ouais, ben en fait, ça a réussi à plus me choquer finalement que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est ouf quand même, voilà. Et du coup, je me dis, putain, le film, parce que Kim, il voulait que j'enquille avec le film, j'ai fait, non, je suis pas prête là. Je suis pas prête à voir le film de suite, parce que je veux pas voir ce genre de scène. Honnêtement, non. Voilà, bon, bref, je veux pas trop, je veux surtout pas spoiler ou quoi. Donc, coucou Steph, pardon, je t'avais pas vu. Pardon, pardon. J'espère que tu vas bien. Écoute, ouais, j'espère, je crois pas qu'on les. Je suis en train de me dire, j'espère qu'on l'a pas refourgué déjà, le Délivrance, l'autre édition. Mais je pense pas. Bon, je verrai, de toute façon, on continue de faire le tri dans nos bouquins. Donc voilà pour celui-ci, mais la fin m'a déçu. C'est dommage. Dommage, dommage. Après, c'est une vraie fin, hein. C'est pas genre fin ouverte, machin, c'est une vraie fin. Mais c'est juste que j'attendais un truc en plus qui n'est jamais venu. Voilà. Ça marche, Adeline. Tu me diras du coup. Ensuite, alors, l'odeur des clémentines grillées de Lido Woon que j'ai reçu en service presse par les éditions des Crescenzo. J'étais ravie, d'ailleurs. C'est une autrice, hein, Lido Woon, je précise. Alors, pareil, enfin pareil, pas du tout dans le même style que Delivrance, mais pareil dans le sens où je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. En fait, dans cette histoire, alors le synopsis fait vraiment très feel good à la japonaise, sachant que je précise c'est coréen, hein, pas japonais, mais voilà. Les cultures étant plus ou moins identiques, voilà, je m'attendais plus à un truc comme ça, puisque on suit donc c'est Ewon. Ewon qui est une professeure de dessin dans une école d'art à Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud, qui un jour en fait en a vraiment marre de son boulot. Enfin c'est pas un jour, ça lui vient pas comme ça, hein, ça est petit à petit, mais à un moment il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En fait, elle s'entend pas avec certains de ses élèves. Voilà, ça se passe mal. Tant mieux Laurence, au moins quelqu'un qui aura une bonne journée dans cette histoire. C'est cool.
Et donc voilà, ouais, elle en a marre que ses élèves en fait soient pas du tout assidus, s'en foutent un petit peu de ce qu'elle fait et du coup elle a envie de partir, elle a envie de tout lâcher et elle décide de partir dans son village d'enfance, d'adolescence quand elle était au collège, au lycée, où habite encore sa tante. Et sa tante en fait elle tient un gîte mais ce gîte, elle l'a fermé, voilà, donc juste elle habite dedans et c'est tout parce qu'elle a plus les moyens de s'en occuper. Et donc Ewan va débarquer comme ça chez sa tante, enfin pas comme ça hein, évidemment, mais voilà quoi. Et du coup, voilà, va retourner vivre dans ce village, donc ce qui va la changer complètement de la vie en ville. C'est un peu la même thématique que Point de départ, mais bon, au début en tout cas. Et elle va retrouver un ancien camarade de classe qui s'appelle Unsop, qui est libraire. Voilà, il a une petite librairie dans le village. Et en fait, bon, s'il peut toujours avoir sa librairie, parce que bon, vous vous doutez bien qu'une librairie dans un petit village comme ça marche pas du tonnerre. Mais en fait, il a la chance de ne pas payer de loyer. Et au final, voilà, il n'a pas énormément de frais, ce qui fait que, surtout qu'il y a même des gens qui vont lui donner des livres, etc. Donc, ce qui fait que, bon, il arrive un petit peu à s'en sortir comme ça. Donc, c'est bien, c'est réaliste, hein. Voilà, on n'est pas dans un truc, on n'est pas dans un feel good où les gens, ils ont des pâtisseries, des librairies, machin, mais euh, ils ont 3 clients, mais par contre, c'est pas grave, ils arrivent à en vivre. Non, non, là, vraiment, tout est vraisemblable, on va dire. Et en fait, c'est marrant parce que Ewan, elle arrive vraiment en période de Noël. Et franchement, ce synopsis, ce début de livre, fait trop. Ah oui, c'est vrai, Jenny, ma pauvre courage. Ouais, moi aussi d'ailleurs, hein, c'est pareil. Le boulot, là, je suis. Mais bon. Et donc, ouais, ça commence vraiment comme une romance de Noël, en fait. Vraiment les clichés de la romance de Noël. C'est-à-dire, vous voyez, la nana qui a. C'est vraiment, voilà, le gros cliché, la nana qui a un boulot à ses côtés, on va dire quand même, assez important, qui habite en ville, qui en a marre de son boulot, qui retourne dans son village d'enfance, qui va retrouver soit un ex, soit un ancien camarade de classe, et une romance va débuter comme ça. Voilà, c'est le truc, ça commençait vraiment comme ça. Et effectivement, oui, il y a une petite romance qui va s'amorcer, mais par contre, en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que il y a toute une histoire, il y a tout un passé derrière Ewan que je ne soupçonnais pas. Alors, au début, il y a des trucs qui sont plus ou moins dits, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et petit à petit, en fait, on va plus ou moins reconstituer le truc, et surtout, il va y avoir donc un twist à la fin. Et je suis là, putain, c'est la première fois que je lis un feel-good slash romance de Noël avec un twist digne d'un thriller. J'ai pas compris. J'étais là, mais quoi? Et du coup, j'ai surkiffé les 100 dernières pages parce qu'il y a ce twist et que il y a tout un truc du coup autour voilà de ce qui s'est passé dans la vie de d'Ewan. Euh, et puis en plus, voilà l'histoire avec Unsop aussi comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Je voulais dire pas qui se construit, mais bon, bref, c'est pas grave. Bref. Ah, désolé pour la pub. Ah oui, c'est la pub, effectivement. Faudra voir le replay sur YouTube. Ouais, mais en même temps, ah oui, ouais, mais dans la pub, vous voyez pas, vous me voyez pas en petit là. Peut-être vous pouvez lire les sous-titres en tout petit. C'est l'avantage, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Adeline. Délivrance, je m'attendais à un twist, il n'y a pas de twist, et là, je m'attendais pas du tout à un twist, et il y a un twist. Voilà, comme ça. Et là, c'était pas du tout pareil, je m'attendais pas du tout à cette fin et tout, c'est un truc de fou, quoi. Mais après, voilà, il y a quand même des petites longueurs. Il y a quand même eu des petites longueurs, hein, on va pas se mentir.
Il y a pas mal de moments un peu de remise en question, de choses comme ça, etc. Où tu es là, ouais, bon, je m'en fiche un petit peu. Pas mal de longueur, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Très bonne lecture. J'ai apprécié le fait que, enfin, le mélange des genres, en fait, hein, vraiment le mélange des genres. C'est à la fois donc un feel good, romance de Noël, mais aussi un roman un peu social, sociétal, un côté thriller, un côté plutôt philosophique. Voilà, bon, ça c'est un peu comme les feel good japonais, hein, il y a toujours un petit message un peu profond derrière, etc. Ouais, voilà, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées dedans. Et puis la romance est très réaliste, j'ai trouvé. On n'est pas du tout. Alors c'est marrant parce que j'ai dit que ça ressemblait à une romance de Noël. On n'est pas du tout dans les clichés de la romance de Noël. Enfin voilà. Et on n'est pas du tout non plus dans les clichés de la romance façon K-drama en fait. Façon drama coréen. Parce que forcément on est dans un truc coréen. Donc on peut s'attendre à ça aussi. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. On est vraiment dans une romance plutôt réaliste. Voilà, il n'y a pas tous ces poncifs, la con, machin. Mais qui prend son temps quand même. C'est quand même un peu du slow burning, hein, voilà. Mais qui est très jolie, cette romance, et surtout la fin. La fin est très belle. La fin est vraiment très belle. Il y a une phrase qui m'a... Voilà. Putain, d'ailleurs, c'est con, j'aurais voulu garder le livre, parce qu'il y avait une citation aussi. Ah oui, attends, ça va me revenir. Il y a une citation, si. Je vais peut-être pas vous la ressortir mot pour mot, mais en tout cas, ce que ça voulait dire. C'était une citation de qui? Mince, par contre, c'est chiant, je vais pas retenir l'auteur. C'était un auteur connu. Dickens, peut-être. C'est peut-être Dickens ou... Bref, une citation qui disait, ça j'ai adoré, c'est pas par rapport à la romance, hein, par contre, mais qui disait, euh, si vous pensez... non, attendez. Voilà. Si votre souffrance, en gros, hein, c'est pas mot pour mot, mais en gros c'est ça, si votre souffrance s'est arrêtée grâce à un livre, c'est que votre souffrance n'était pas très grande. Et si vous considérez que offrir un livre à quelqu'un va lui permettre d'arrêter sa souffrance, c'est que, en gros, vous sous-estimez sa souffrance, ou enfin un truc comme ça. Vous ne savez pas ce qu'est la souffrance, un truc comme ça. Voilà. J'ai trop aimé cette citation. C'est fou dans un livre justement qui parle de livres, hein, puisqu'il y a beaucoup de... J'ai oublié de préciser, mais il y a un club de lecture, il y a beaucoup de trucs autour de la lecture. Forcément, on est dans une librairie, tout ça. Ah super Adeline, j'espère que tu aimeras la leçon du mal. Bubu. Et donc ouais, cette citation, j'ai aimé parce que de suite, ça m'a fait penser en fait au livre de développement personnel. Où voilà, bah, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai lu, alors même pas seulement les livres de développement personnel, ça peut être aussi des romans feel good, genre, je sais pas moi, Melissa d'Acosta, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, j'ai lu ce livre, ça a changé ma vie. En gros, voilà, ça a apporté des solutions à mes problèmes, tout ça, machin. Et qui vont t'offrir, voilà, ils vont offrir un livre à leur pote qui est en dépression en disant, ouais, vas-y, lis ce livre, tu vas voir, voilà, ça va tout changer pour toi. Mais en fait, non, arrêtez avec ça, arrêtez de penser, c'est pour ça que j'ai adoré cette citation dans l'auteur des Clémentines Grillet, arrêtez de penser que les livres de développement personnel, ça va guérir vos maladies, vos troubles mentaux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des vraies maladies. Ça ne se guérit pas avec des livres. Oui, les livres, ça fait du bien. Oui, les livres de développement personnel, ça peut aider certaines personnes. Mais ça n'aide pas quand on n'est vraiment pas bien. Quand on est vraiment en dépression, ça n'aide pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, voilà, donc je tiens à le dire parce que ça me saoule au plus haut point, ce genre de truc, et effectivement, quand on est vraiment mal, quand on a un stress post-traumatique, quand on a une dépression, quand on a d'autres troubles comme ça,
C'est pas en lisant un livre qu'on va s'en sortir, ce n'est pas vrai. Voilà. Et du coup, je trouvais ça très bien, ce petit rappel de l'autrice comme ça, au passage, tout en mettant en avant les livres, hein, ça n'empêche rien. Voilà, on sait que lire nous apporte beaucoup dans la vie, mais ce n'est pas un médicament. Bref, voilà, en tout cas, une très bonne lecture et très originale et qui m'aura marqué quand même, il faut bien le dire. Malgré voilà, quelques petits, quelques longueurs pour lesquelles, du coup, je ne mettrai pas, parce que je vais faire ma chronique sur Insta, je ne mettrai pas un 5/5, je mettrai un 4 parce que, oui, voilà, il y a eu des moments où c'est un petit peu chiant, on va dire. Voilà, exactement, Adeline. Ça peut faire du bien, mais ce n'est pas un remède. Tout à fait. Ensuite, alors, c'est pour toi, Adeline. Une valeur sûre, on va pas se mentir. Donc, l'école décomposée de Junji Ito. Toujours dans ses éditions Mangetsu, hein, puisqu'ils nous ressortent chaque mois donc un nouveau. Alors, soit une réédition, soit une nouvelle édition, hein, de Junji Ito. Et donc, celui-ci, en fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais à Cultura, Kim, il regardait les DVD, les Blu-ray et tout. Et puis, bon, moi, j'avais plus rien à regarder. Donc, je me suis assise dans un fauteuil et j'ai commencé donc à lire les premières pages de l'école décomposée que j'allais acheter. Et, et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, vu que tu as commencé à lire les premières pages, parce que voilà, je voulais attaquer un nouveau Junji Ito là, pour le mois d'octobre, je me suis dit, j'étais pas spécialement partie pour lire celui-là à la base, hein, mais bon, vu que j'avais commencé à lire les premières pages, bon, bah, allons-y, autant continuer, surtout que ça m'avait bien hypé pour le coup. Et donc, dans cette histoire, on suit. Alors, par contre, est-ce que je vais me rappeler des prénoms? Je pense pas parce que c'est pas. Les prénoms sont pas. Si, Shizumi, je crois que c'est la gamine. Shizumi, Shizuko, je sais plus. Je sais plus. Et le grand frère, je me rappelle plus. En fait, on suit donc un frère et une sœur. Au début, on ne voit que le frère. On voit que le frère, il arrive dans un nouveau lycée en fait. Voilà, il vient d'aménager. Et en fait, sa particularité à cet adolescent, c'est qu'il passe son temps à s'excuser pour tout et n'importe quoi, en fait. Voilà, dès qu'il se passe un truc, même si c'est pas lui directement le responsable, il va s'excuser à chaque fois. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il est harcelé par les autres parce qu'il est, bah, parce que tout le monde le considère comme une victime. En gros, ah, t'es trop nul, tu fais que t'excuser, t'es trop une merde, quoi. Voilà, t'es trop un larbin. Bah, on va te traiter comme tel. Voilà. Et donc, tout le monde le traite comme tel. Et on va suivre une jeune fille de cette école qui en a marre de le voir se faire maltraiter, en fait, et qui va lui dire, écoute, arrête de tout le temps t'excuser. T'as pas besoin de t'excuser. Arrête de faire ça. Et un jour, elle va rencontrer la petite sœur donc de cet ado qui est absolument horrible, qui est une gamine absolument horrible qui en fait va lui faire extrêmement peur. Et alors elle va pas savoir au début que c'est la sœur de l'autre. Ça m'énerve de plus me rappeler des prénoms. Mais en gros, voilà, elle va lui faire extrêmement peur en mode ah je vais manger ta cervelle. Et donc le frère, évidemment, va rappliquer et il va évidemment s'excuser. Je suis désolée pour le comportement de ma sœur. Vraiment, je sais pas, elle est mal éduquée, etc. Enfin bref, voilà. Et le truc, c'est que la sœur va dire à la jeune fille, mais ne l'écoute pas en fait. Parce qu'il n'est pas du tout désolé. Tout ça, c'est dans les premières pages, hein, je spoil pas. Il n'est pas du tout désolé en fait. S'il fait ça, c'est parce que il est au service du diable et en fait, à chaque fois qu'il s'excuse, il sert le diable. Et, et le truc, c'est que la gamine qui dit ça, elle est tellement horrible que tu sais, tu t'as pas envie de la croire en fait. T'as envie de croire l'adolescent qui est. Et en fait, tu sais pas finalement qui croire.
Parce que en fait, dans tout le truc, ça va être très ambigu sur est-ce que c'est la gamine qui est possédée, quoi, ou est-ce que c'est lui, en fait. Et en fait, on se rend compte, effectivement, même sans savoir d'où ça vient, que les excuses, plus il va s'excuser auprès de quelqu'un, et plus cette personne va, d'où le titre et d'où la couverture, va se décomposer. Voilà, et du coup je m'arrête là, et en fait s'ensuit plusieurs histoires où on va suivre cette fratrie. Voilà, et c'était excellent, et en fait, voilà, Junji Ito, il fait référence, du coup, expliqué à la fin du livre, il fait référence donc à la culture de l'excuse du Japon. Voilà, il disait en gros qu'il en avait marre que les gens passent leur temps à s'excuser, et du coup il a imaginé cette histoire où l'excuse serait mortelle finalement. C'était trop bien, c'était une trop bonne idée. Il a toujours de ses idées, mais c'est un truc de fou lui, vraiment. Les excuses qui tuent, je crois que c'est la première fois qu'on verra ça, et la dernière. Mais voilà, et donc il va y avoir plusieurs histoires autour de ça, mais c'était vachement bien fait, parce qu'à chaque fois avec un peu des thématiques différentes hein, quand même. Voilà, bah, du Junji Ito, pardon, dans, tout, dans toute sa splendeur. Junji Ito. Ah, là il écrit bien. Et voilà, ben. Alors, ce sera pas le meilleur, hein, ça sera pas le meilleur que j'aurais lu, honnêtement, parce que c'était finalement assez simpliste par rapport à des monuments comme Spirale ou Tomie, évidemment. Oui, Tomie, il n'aura pas su l'écrire. Donc voilà, mais ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'il aime bien les gamines diaboliques, complètement. On va pas se mentir. Mais parfois pour des bonnes raisons, donc c'est cool. Et enfin, le dernier, le der des der, bah voilà, celui que j'aurais préféré dans cette sélection. Oh là, non, pas du tout, Mathilde, j'en suis loin, j'en ai encore plein à lire. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais je les lirai tous, ouais, c'est sûr. J'adore trop. Donc, La mesure de Nikki Erlich, que j'avais eu en service presse aussi chez NetGalley. Et franchement, non, chez NetGalley. Bon. déjà, il a bien écrit Junji Ito quand même. On peut pas trop en demander. Non, pas là. Bon, alors, dans cette histoire, on est dans une dystopie aussi, hein, comme le roman de Célestine. J'aurais eu pas mal de dystopies en septembre. C'était un peu le mois de la dystopie. Et en fait, alors là, le, le, le principe de départ est assez simple, en fait. Le postulat de départ est très simple. C'est que tous les adultes de 22 ans minimum sur la Terre entière vont recevoir une boîte. Alors, on ne sait pas comment, et je vous spoil de suite, on ne saura jamais pourquoi ni comment cette boîte a atterri là, mais on s'en fout. Voilà, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt de savoir ce qui s'est passé, tout ça, c'est pas important. Mais je vous le dis, que vous ne lisiez pas ce livre en vous disant je veux savoir ce qui s'est passé. C'est pas le cas. Donc ils vont tous recevoir une boîte. Et dans cette boîte, il y a une cordelette qui a une longueur différente selon les gens. Et en fait, alors que les semaines passent et que les gens continuent d'en recevoir, c'est pas tout le monde n'en a pas reçu d'un coup, et ben on va commencer à comprendre, donc il y a des scientifiques qui vont travailler sur le sujet et tout ça, on va commencer à comprendre que ce segment, cette cordelette en fait, est proportionnel à la durée de vie de la personne qui l'aura reçu. Voilà, donc autrement dit, les gens qui ont reçu un court segment vont mourir bientôt, et ceux qui ont un long segment vont avoir une très longue vie.
Voilà, tout simplement. Et donc après, c'est proportionnel. Et ils vont commencer, les scientifiques vont commencer à calculer, voilà, on va commencer à savoir exactement, enfin pas au jour près, mais au mois près, combien de temps voilà, ça dure, etc. Et le truc, c'est que ben ça va causer pas mal de problèmes, cette affaire-là, forcément, puisque, ouais, c'était vachement bien. Puisque, ben déjà, voilà, tous les gens qui vont tomber sur des courts segments, ils vont être complètement désespérés en apprenant après coup que ben, ça veut dire qu'ils vont mourir dans pas longtemps. Ce qui va mener, alors, pour certains, à des trucs pas trop méchants, c'est-à-dire, par exemple, il va y avoir des groupes de soutien qui vont se créer, ben, un peu finalement comme les gens qui sont atteints de maladies graves et qui se savent condamnés, hein, c'est presque ça, hein, sauf ils sont enfants, mais ben, certains ont des maladies graves, évidemment, mais voilà, pas tous, il y en a qui vont mourir d'accidents ou d'autres choses. Donc il va y avoir des groupes de soutien et on va suivre justement les personnages de l'un de ces groupes de soutien. Et puis il y en a d'autres ben, qui vont être tellement désespérés, qui vont venir à des choses, à des actes désespérés, et notamment des attentats, ce genre de choses. Et c'est ce second groupe de personnes, on va dire, qui va faire que ben, il va y avoir une portée politique à cette histoire-là, puisque donc on va suivre. Alors, c'est un roman choral, hein, on suit plein de personnages. Et parmi ces personnages, il y en a un qui est un sénateur républicain et qui veut se présenter, ou un député, je ne sais plus, qui veut se présenter à la présidentielle. Et donc, il va mettre en avant ce problème-là en disant, bah, regardez, moi j'ai un long segment, je vais avoir une longue vie, et pendant cette longue vie, je vous promets de faire en sorte que les courts segments ne nous posent pas de soucis. Et donc, ça va amener à, vous en doutez, une forte discrimination envers ces personnes-là. On va suivre aussi un couple de femmes, c'est Maura et Nina, c'est ça. Donc Nina a un long segment, Maura a un court segment. Donc ça va être un peu le drame aussi par rapport à ça. Maura, du coup, va rejoindre un groupe de soutien. Et donc on va suivre, elle, son parcours, mais aussi le parcours de plusieurs membres de ce groupe de soutien. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les personnages parce qu'on n'a pas fini. Mais voilà, il y a plusieurs cas de figure. Il y a notamment un médecin qui va, voilà, qui sait qu'il va mourir bientôt, mais et du coup on va le suivre un peu dans son hôpital où justement, fait intéressant aussi, dans l'hôpital il va y avoir énormément de courts segments qui vont venir en mode j'ai un court segment, je sais que je vais mourir bientôt, donc soignez-moi, alors qu'en vrai ils ont rien. Et du coup ça, voilà, ça aussi ça va causer un réel problème. Il y a aussi les gens, notamment la sœur de Nina, qui ont eu la chance, entre guillemets, de recevoir leur boîte plus tard, après avoir appris ce que ça signifiait, et qui vont donc refuser d'ouvrir leur boîte. Et honnêtement, l'histoire de... C'est Amy, la sœur de Nina, son histoire, c'est assez ouf, en fait. Enfin, le comment dire Ah mince, j'en ai marre des fois de chercher des mots là. Bon, c'est pas grave. J'allais dire la fin, mais c'est bizarre, je veux pas dire la fin, genre la fin de sa vie, la fin de son histoire. Enfin bon, bref, vous m'avez comprise, j'espère. Voilà, ça va, ça va être ouf en fait. Bref, voilà, il y a pas mal de personnages qui sont extrêmement intéressants. Il y a les gens qui veulent des personnages un personnage qui veut s'enrôler dans l'armée, mais comme il a un court segment, qui a la discrimination, tout ça, il pourra pas, parce qu'on estime que les courts segments, ben, ils vont mourir de suite, donc ils n'ont aucun intérêt dans l'armée, et du coup son meilleur pote va lui proposer d'échanger leur segment, et ça va avoir une incidence sur les deux. Bref, il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de situations différentes. Bisous Michel, je vais boire un coup parce que je commence à avoir du mal à avaler ma salive là. Bisous Michel, merci d'être venu. Là, les
sous-titres de genre au masculin, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est bien, et les sous-titres mettent pas les E aussi. T'as l'air moins con dans les sous-titres. Donc voilà, ça a été vraiment... Alors, tout l'aspect politique, j'ai vraiment adoré. Voilà. Voilà, tous les destins. Ah, c'est ça que j'aurais dû dire, le destin. Le destin d'Amy était extrêmement intéressant. Voilà. Tous les destins de ces personnages, qu'ils meurent ou pas, sont extrêmement intéressants. Il y a juste une mort qui n'est pas expliquée, alors que c'est un des personnages principaux quand même, mais t'es là, ouais, mais en fait, comment il est mort ce personnage, on ne sait pas. C'est trop bizarre. On sait que la personne va mourir parce qu'elle a un court segment, mais voilà, on ne saura jamais comment. Bon, bref, c'est pas très grave. Non, il vient de sortir, Adeline. Il est sorti. Bah, en fait, attends, mais il est même pas sorti en fait. Je suis en train de. Je l'ai reçu super tôt de NetGalley en fait. Je crois qu'il sort le 12, il me semble. Je vais vous dire ça. Ah, pourquoi il me le sort en anglais? Je l'ai bien mis en français. Attendez, je vais mettre fleuve. Voilà. Ben oui, parce que c'est Airleak. À chaque fois, je suis dyslexique. Hein. Enfin non, je suis pas du tout dyslexique, mais à chaque fois, j'inverse. Donc forcément, il retrouvera pas le 12. Ouais, il est pas sorti encore. Désolé. Merci, Steph, du coup. Donc oui, c'est pas encore pour maintenant le poche. Hein. Bref, voilà. Donc vraiment très bien. Voilà. Après, quand j'ai fait ma chronique, j'ai pas mis 5 parce que ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je trouvais que ça restait en surface sur pas mal de choses. Je trouve qu'elle aurait pu aller plus loin dans les enjeux sociaux, sociétaux, politiques, etc. Je trouve que elle a été dans la facilité un petit peu. Voilà, c'était trop dans la facilité. Ça manquait un petit peu, tiens, je ne l'ai pas dit sur Insta, mais ça manquait un petit peu d'intersection des luttes, de convergence des luttes. Parce que, ok, d'accord, on a compris la discrimination envers les courts segments et tout ça, mais du coup, ça zappe complètement le sexisme, le racisme, etc. Ça n'existe plus, visiblement, mais il n'y a plus qu'une seule discrimination, ce que j'ai trouvé un peu malvenu, parce que bon, ok, d'accord, les personnes vont subir la discrimination parce qu'ils ont des courts segments, mais quid des personnes noires qui ont des courts segments? Le pire, c'est qu'il y a un des personnages, c'est une femme noire qui a un court segment. Donc, elle est femme noire, elle a un court segment, mais ces autres discriminations sont. Voilà. Ça m'a un peu. C'était un peu dommage. Même s'il y a des moments où on y fait allusion, mais ça suffit pas pour moi. Et après, ouais, voilà, bon, des petites facilités, on va dire, des petites facilités scénaristiques. Mais sinon, voilà, ça a quand même été une excellente lecture. Bon, voilà, la meilleure là, de ces derniers jours. Mais ça n'a pas été une claque, c'était pas un 5 sur 5 pour moi. C'était pas un 5 sur 5, ça m'a pas retourné non plus. Mais voilà, bah, écoutez, voilà pour ce bilan. Il manque un livre parce que je pensais vous chroniquer un 9e livre. Le truc, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas lu en entier. Je m'explique. C'était Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et donc, j'ai lu une version, j'ai écouté une version audio. Mais je me suis rendu compte après coup que c'était pas complet. Il y avait que 4 nouvelles dedans. Alors qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Et donc, ben, je peux pas chroniquer ça, quoi. Enfin, bon, le problème, c'est que je pense pas que je le lirai en entier. Donc, du coup, je peux limite vous le chroniquer là. Mais parce que j'ai pas, je sais pas, j'étais pas de ouf. J'étais pas de ouf avec ces nouvelles d'Edgar Allan Poe. Il y avait, je sais plus, il y avait le double assassinat dans la rue Morgue, il y avait la lettre volée, il y avait une bouteille à la mer, je crois, et il y avait Morella.
Alors déjà, Morella, c'était la première, je l'ai trouvée insupportable, cette nouvelle. C'est dommage parce que en fait, l'histoire est bien, mais la façon dont c'est raconté, oh, Morella, 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 sans arrêt, t'es là, oui, d'accord, c'est bon, on a compris qu'elle s'appelait Morella. Euh, j'ai trouvé ça super, le style, j'ai trouvé ça super lourd. Ensuite, voilà, alors les trois autres, c'était bien, mais bon, je sais pas, j'ai pas trop adhéré au style, en fait. En fait, à chaque fois, c'était ça le problème. J'aimais le fond de l'histoire, mais pas la forme. Alors, je sais que c'est vieux, hein, Edgar Allan Poe, mais c'est pas ça le problème. C'est que moi, j'ai souvent lu des classiques, j'ai eu aucun problème avec, mais là, je sais pas, le style. En fait, vous savez ce que ça m'a rappelé? C'est peut-être ça qui m'a gêné aussi. Ça m'a rappelé Bram Stoker. J'ai tellement détesté Dracula pour ça. Alors, pas que pour ça, aussi parce que c'était extrêmement sexiste. Mais le style d'écriture avec plein d'emphase, machin comme ça, là, je supporte pas ça. Du coup, ouais, ah ouais, c'est vrai, ça t'a fait pareil, Adeline? Ah, ça me rassure, je suis pas la seule au moins. Je suis pas la seule, parce que je sais que c'est un auteur qui est extrêmement apprécié, adulé, voilà. Donc ça m'a fait mal de me dire ça. Limite, je me disais, putain, t'es complètement con, quoi, en fait. Tu comprends que dalle. Mais... Ah ouais, c'est vrai, Bubu, t'accroches plus aux lectures audio que tu commences. Ben, moi, c'est vrai que ces derniers temps, ça a pas été ouf, hein, en fait, ça a pas été ouf. Bah, voilà, il y a eu le Celeste Ing, après ça, je sais plus ce qu'il y a eu aussi. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà. Mais bon, là, je vais, là, je vais commencer, je vais attaquer 42 degrés, qui est un thriller allemand. Je me dis, bon, ça va changer un petit peu, on verra bien, mais ça va me sortir un peu, peut-être des trucs un peu lourds, on va dire. Partir sur quelque chose de plus léger, entre guillemets, même si c'est un thriller, c'est pas léger, mais... Ah, merci, Natacha. Ouais, c'est très verbeux, on est d'accord. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Je me sens moins, je me sens moins con, on va dire. Merci, lecteur de thriller, pour ton suivi. Merci beaucoup. C'est marrant, je parle de thriller et t'arrives. Donc ouais, voilà, l'expérience avec Poe, ça l'a pas trop fait. Et je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de retenter. Voilà, surtout d'après ce que vous me dites. Ah, c'est quelqu'un qui me connaît. Qui c'est? S'il n'y a pas écrit sur mon front que je m'appelle Eva. Enfin, je crois pas, en tout cas. C'est qui? D'accord, ok. On s'est vu chez Sève. Je me rappelle pas ton pseudo, en fait. Ou peut-être si, on s'est peut-être dit bonjour, croisé vite fait. Après, ouais, c'est vrai que... Désolée, pardon. Mais bienvenue ici, en tout cas, ça fait plaisir. C'est gentil. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'il y a, il y a tellement de pseudos comme ça autour des livres, lecteurs, lectrices, machin, que... Ah d'accord, t'étais sous-marin, c'est pour ça. Bon, ça va, alors je suis pas... je sais pas, une mémoire de merde. Ouf, tu me rassures. Bah coucou, coucou, coucou. Bon, t'arrives à la fin, parce que je viens de terminer mon bilan, et j'étais en train de parler... Alors j'allais parler de mes lectures en cours. J'ai toujours l'enregistrement, donc on va éviter de trop digresser pour YouTube. Donc voilà, donc Edgar Allan Poe, bon, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, j'avais commencé La Cité de Jade de Fondali, qui est une fantaisie asiatique. Alors, j'en avais parlé lors des sorties, hein. C'était une sortie de chez De Saxus qui me faisait... Ah, bah, avec plaisir, lecteur de thriller. Faudra que tu me dises ton prénom d'ailleurs, c'est mieux. Et du coup, ouais, voilà, j'avais eu trop envie de lire, et Kim l'avait reçu en service presse. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de le lire. Donc j'ai commencé, mais alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas pour l'instant. Je suis à... Je crois que je suis au quart du livre. Pas loin. Au moins à 20% du livre, à peu près, quoi. Enfin, un cinquième quart du livre par là. Je sais plus à quelle page je suis.
Et en fait, on n'est pas du tout sur une histoire de fantaisie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde un peu... Moi, je m'attendais à un monde un peu médiéval asiatique, quoi, vous voyez. Mais pas du tout. On est dans un monde contemporain. Mais on est dans un monde de fantaisie, dans le sens où c'est un monde qui n'existe pas, donc c'est clairement de la fantaisie. Mais c'est un monde qui ressemble au nôtre, alors qui ressemblerait au nôtre dans les années 90, hein, on va dire. Parce qu'il y a des télés, il y a des voitures, il y a des choses comme ça. Il y a pas de, par contre, il n'y a pas de téléphone portable. C'est pour ça que je dis que ça s'est un peu arrêté aux années 90. Et en fait, on suit vraiment on suit des clans. On est sur une petite île, en fait. On est sur une petite île, ouais. Et où il y a un matériau, on va dire, qui est très convoité, qui est le jade, et qui en fait permet d'avoir des pouvoirs, et qui en fait une sorte de drogue pour certaines personnes. Et on a deux clans qui s'affrontent, qui sont les seuls, en fait, il y a deux familles, qui sont les seuls à pouvoir porter du jade, parce que ça se porte soit sur les fringues, soit à même la peau, voilà, qui sont les seuls à pouvoir porter le jade sans que ça altère leur capacité, enfin leur raison, on va dire. Parce que sinon, sur les autres, ça agit comme une drogue, en fait, et les gens deviennent fous, voilà. Eux, non, mais par contre, ça leur prodigue une force prodigieuse, certains pouvoirs, en fait. D'où le fait qu'on soit vraiment dans un truc de fantaisie. Mais du coup, voilà, il y a toute une histoire de trafic, de jade, etc., de rivalité entre clans. On est complètement dans un truc de mafia. On est complètement dans un truc de yakuza, enfin, je... je sais pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est trop bizarre en fait, et du coup, c'est tellement pas mon kiff d'habitude ce genre de truc, que je sais pas pour l'instant si j'aime ou pas, c'est très bizarre. Surtout que les femmes sont pas très très présentes aussi. Voilà, donc je sais pas. Alors attendez, pardon. Bubu, c'est la cité de Jade, enfin je pense que c'est celui-là. La cité de Jade de Fondali. Voilà. Ah bah, Christelle t'a répondu. Attendez, ouais, je remonte vos coms vite fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. Oui, oui, c'est vrai, ça, c'est l'épice. C'est un peu ça, Elsa, complètement. J'y ai pas pensé parce que je connais pas trop Dune à part avoir vu le film. Mais oui, c'est un peu ça, effectivement. Non, mais il y a plein. Franchement, dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup d'emprunts à diverses œuvres, hein, on va pas se mentir. On voit que Fondali, elle a des références littéraires, cinématographiques et tout ça. Ça se voit, voilà, dans sa façon un peu de travailler. Mais c'est quand même très original dans la façon dont c'est fait. En fait, elle a quand même créé un lore particulier, quoi. Voilà. Elle a... Comment c'est écrit lore? Elle a créé vraiment un univers particulier, mais ouais, pour l'instant, je sais pas trop. Et puis, du coup, je me suis arrêtée pour commencer donc Les voleurs d'innocence, puisque j'ai une lecture commune avec Elsa, ici présente, et Julia de My Books Are My Home. Et voilà, donc bah pareil, j'ai lu 20% du livre. Et pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Alors après, c'est vrai que ça prend son temps, hein. Je comprends que, voilà, parce que je sais que Julia et Elsa, elles avaient du mal à rester dans le livre, et c'est pour ça que je leur avais proposé la lecture commune pour les accompagner, et voilà, pour voir un peu si on était un peu toutes d'accord là-dessus. Et c'est vrai que c'est très lent, c'est très très lent à se mettre en place, on va pas se mentir. T'es là, oui, bon, d'accord. Accélérons le truc, mais c'est intéressant. Et bon, j'aime beaucoup la thématique très anti-mariage, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment la thématique principale. C'est un livre assez féministe, hein, ça se voit dès le départ. Mais voilà, donc c'est Les voleurs d'innocence de... Je sais plus l'autrice, mince. Oups, oui, si quelqu'un a le nom de l'autrice. Donc voilà pour mes lectures en cours. J'ai fait le tour. Et du coup, je vais couper avec YouTube parce que sinon, ça va faire une vidéo de 2 heures. Déjà, on n'est pas très loin. Sarai Walker pour l'autrice. Merci Elsa. Sarai Walker. Bon, on n'est pas loin.
Allez, je quitte sur YouTube. J'espère que ce bilan vous aura plu. La prochaine vidéo, je pense que ce sera des sorties. Allez, la meuf va comme d'habitude consulter son petit planning. Attention. Ouais, ce sera ça. Ça sera les sorties poche. Donc dans 2 semaines, du coup. Voilà, il n'y aura pas de vidéo avant 2 semaines. Sortie poche de novembre. Bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Miaou.